Bonjour à tous. Pendant 15 jours, depuis 15 jours, l'Afghanistan a été au centre du monde, le centre d'un nouveau monde, en tout cas le centre de toutes les attentions, avec pour cause l'effondrement donc du régime afghan, le chaos, la déroute à l'aéroport, la cohue et finalement le massacre. Et puis en même temps, la réussite de cet incroyable pont aérien. Ça a été un feuilleton inouï, un spectacle, une véritable fin d'un monde. Et dans les médias, on a découvert, évidemment, toutes sortes de spécialistes des tribus afghanes, du djihad global, de l'Asie centrale, de la géopolitique. Mais on va voir qu'il faut se méfier un peu des experts. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Est-ce que vous pensez que, d'abord ce qu'on vient de voir, c'est le symbole éclatant d'une Amérique qui a perdu son leadership, ou est-ce que c'est seulement la fin sans gloire d'une guerre qui ne pouvait pas avoir de victoire, qui ne pouvait pas aboutir ? C'est plus grave que ça. Je peux vous affirmer, ayant été en contact avec des gens de toute la région, que cela fait 10 ans que les gardiens de la révolution iraniens, que les forces spéciales russes, que des experts chinois, entre autres, et bien entendu les Pakistanais, travaillent à préparer ce jour. À savoir que l'immeuble, petit à petit, a été soigneusement termité, rongé. Oui. Les murs avaient l'air intacts et un beau jour, quelqu'un a claqué la porte et tout est tombé. C'est ça qui se préparait. Et bien entendu, l'affaire, y compris l'origine des talibans, est préparée depuis le Pakistan, depuis les années 70. Vous voyez-vous les talibans comme vraiment le bras armé des services pakistanais ? Pas des services. C'est quelque chose d'extrêmement précis. Du service, de l'armée ? Non. C'est quelque chose de très particulier qui a été fondé par les Britanniques, qui s'appelle le Frontier Corps. Et le Frontier Corps a été fondé par l'armée britannique après la déroute, les trois ratatouilles qu'ils ont pris successivement par les Afghans dans les années 1850-1860. Et donc, à la suite de quoi, les Anglais, qui avaient le Raj à protéger, quand même l'énorme Raj indien, britannique, qui déjà avait plus de 300 millions d'habitants, c'était gigantesque, donc ils avaient ça à protéger. Alors, pragmatiquement, les Anglais ont dit, bon, on va créer une unité spéciale qui sera à la frontière du Patchounistan. L'unité en question s'appellera le Corps de la Frontière, Frontier Corps, et le Frontier Corps, qui était dirigé par des Britanniques, a été dévolu à des Pakistanais à la fin et a toujours été dirigé par des officiers issus de cette aristocratie du nord de l'Inde qu'on appelle les Ashraf, qui sont les officiers supérieurs sortis des académies militaires près de là-haut, près de l'Himalaya, tout à fait au nord du Pakistan. Et ces gens-là dirigent en fait réellement le Pakistan, bon an, mal an, depuis 1949. Oui, ça rappelle notre pays. Derrière le rideau, une élite militaire voilà. qui tire les ficelles. Et puis qui intervient quand ça va mal. Voilà. C'était pendant longtemps le modèle turc aussi. Donc, et l'Afghanistan était donc l'interland. Voilà, la profondeur stratégique. D'accord. Exactement. Alors, donc vous dites que depuis 10 ans, ça prêtait, on attendait le moment où tout allait s'effondrer, puisque c'était un village Potemkin, cette démocratie afghane. Les Américains partent toujours. Oui. On le sait, il suffit d'attendre. Alors, je sais qu'on n'a pas toute la journée, mais permettez-moi quand même de vous donner un souvenir personnel qui montre à quel point cette histoire était folle. Une fois, j'étais à Peshawar. Pas de bol, j'étais à Peshawar pendant le Ramadan. Je vous déconseille, c'est pas très sympathique. Et donc je passais énormément de temps dans ma chambre d'hôtel, et devant la chambre d'hôtel, il y avait un terrain vague, où il y avait les ânes, les chameaux, une jeep de temps en temps. Et un jour, où je faisais les 100 pas dans ma chambre, je vois, de bonne heure le matin, 2 Pashtuns arriver avec les turbans noirs, vous savez, les grandes capes en peau de chèvre, là, et puis les flingues, et ils s'assoient au pied d'un arbre. Et alors, je suis passé pendant pratiquement toutes les heures, quand je me levais, j'en avais marre d'écrire ou de lire, etc., ils sont restés d'une immobilité minérale pendant 6 heures de temps. Ils ne bougeaient pas, ils étaient au pied d'un arbre. Sans boire et sans manger, bien entendu. Une fois, j'ai vu quelque chose qui avait changé. Il y avait la fumée d'une cigarette. Il y en a un qui fumait, mais sans toucher à sa cigarette. Il y avait la cigarette qui se consumait au coin de sa lèvre. Et vers 6 heures du soir, je me suis levé et là, ils avaient disparu. Je vais vous dire une chose.
on ne fait jamais d'embuscade contre des gens comme ça. Ils sont capables, ils sont comme des chats, ils peuvent attendre 8 heures sans boucher et d'un seul coup, boum, voilà. Alors, d'autre côté, il y avait des énervés avec des écrans dans tous les sens, etc., qui voulaient tout de suite, à qui il fallait des toilettes avec l'air conditionné quand ils étaient de l'autre côté de la frontière. Et bien entendu, à la fin, ceux-là, les énervés, ont perdu. Tout Pashtun ferait un bon hussard, parachutiste, pour faire effectivement du renseignement. Bon, vous avez été... mais quand même, bon, vous nous dites que tout le monde s'y attendait, que tout le monde préparait ça. On va voir avec vous les conséquences. On pourrait imaginer quand même que le cycle qui s'est ouvert le 11 septembre 2001 se termine aujourd'hui et qu'on en a fini avec les guerres préventives, le concept de guerre au terrorisme. En tout cas, c'est l'espoir que... C'est ce que les médias espèrent, parce qu'ils aiment bien les controns. Donc 20 ans après, c'est fini. Alors, chat échaudé craint l'eau froide. Je pense que les États-Unis se mêleront plus trop de ce genre d'affaires, au moins pendant 10 ou 20 ans. Après ça, il y en aura un qui dira « Mais dites-moi, j'ai une idée, si on envahissait, je sais pas, la Belgique ou n'importe quoi », et les autres diront « Mais c'est une excellente idée, c'est un pays dans lequel on ne peut pas s'opposer aux vagues. C'est un bateau qui n'a pas de quilles, et donc quand le vent souffle, hop, le bateau part tout entier dans un sens, et on a du mal à les décourager, vous savez. Je leur ai... Depuis 30 ans, j'ai participé à 100 conférence stratégique à Washington. Vous connaissez bien les États-Unis. C'est-à-dire que ce que vous fait parler, ce n'est pas une américanophobie banale chez les Français. Vous connaissez, c'est le fruit de votre expérience. Mais j'ai enseigné là-bas longtemps, constamment. Votre fréquentation je suis encore professeur associé à George Mason University. Voilà. Donc j'y suis, j'y vais, j'ai vécu parmi eux. Et ce que je dis est affectueux. Mais affectueusement, je dis, ils sont faits pour faire des guerres coloniales, comme moi pour dire la messe, quoi. C'est pas possible. Ils ne savent pas faire. Ils ne peuvent pas faire. Alors, comment est-ce que vous expliquez que les États-Unis, qui entretiennent une incroyable et sans équivalent d'ailleurs dans le monde et dans l'histoire, une formidable machine de renseignement, avec toutes sortes d'agences, un budget colossal. 80 milliards de dollars par an officiellement, plus sans doute. Et pu s'illusionner sur la résistance de cette armée de supplétifs afghans, puisque, à l'évidence, ils ont tous été pris de court par la rapidité avec laquelle les talibans sont arrivés à Kaboul. Mais c'est ça que je leur ai expliqué dans les conférences auxquelles j'ai participé. J'ai participé, vous savez, Washington, c'est une tête d'épingle. C'est très petit. Vous êtes toujours avec les mêmes. Quand vous en connaissez un, il vous amène dîner avec un autre. Et au bout d'un moment, très rapidement, vous êtes chez vous à Washington. Dans le Washington officiel, quoi, dans la bureaucratie, dans la nomenclature de Washington. Alors, à un moment donné, il y avait un type un peu différent des autres, qui était parmi les grands patrons de la CIA. C'était un Sicilien, juste dont les parents étaient arrivés du bateau de Sicile dans les années 20. Vince Canistraro, on donne son nom maintenant parce que le pauvre est mort en 2019. Et donc, Vince m'avait pris d'affection, il m'aimait bien. Je disais des horreurs sans arrêt sur les Walsh, mais lui... Alors, une fois, par exemple, je lui amène un petit livre qu'avaient fait les services de renseignement italiens sur les gens convaincus d'être des mafieux en Sicile, mais qu'on n'avait pas encore arrêté parce qu'on n'avait pas de preuves. Et là-dedans, Jean Mondin, qui s'appelait comme lui, Canistraro, et il éclate de rire et il dit « Mon cousin de Palerme, une si petite boutique de fleuriste et une si grosse Mercedes. » Voilà, c'était ça, Vince. Et donc... blindé, la Mercedes. Voilà, l'esprit de l'ancien monde, quoi, si vous voulez. Alors, avec Vince, on passait notre temps à dire « Mais c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça, etc. » Et je lui ai dit, et lui en était persuadé, on ne peut pas créer d'armée nationale quand il n'y a pas d'État-nation préexistant. Nous le savons en France. La France a été le premier État-nation moderne qui s'est constitué en Europe. Mais il a fallu 20 rois et 1000 ans. Hein. Évidemment. Mais quand même, on a été, dès le début du XVIIe siècle, à un moment donné, 30% de la France était protestant. Tout le triangle qui va de La Rochelle à Perpignan et puis au Pays Basque était calviniste. Et donc, le coup de « je suis roi parce que Dieu l'a voulu », il y avait 30% du pays qui disait « pardon, qu'est-ce que vous dites, on a mal suivi ». Et donc, à ce moment-là, il a fallu trouver un principe différent. Et la preuve que la France est le premier État-nation à s'être constitué, c'est que les termes... Ça a donc été le premier pays à avoir une armée nationale, puis une police nationale, et donc les termes français
de l'armée et les termes français de la police sont utilisés dans toutes les langues de l'Europe. Dans la langue allemande, il n'y a pas un mot militaire qui soit allemand. Ce sont tous les mots français. Pourquoi ? Parce que la première armée nationale, c'était l'armée française. Général, infanterie, artillerie, commandant, régiment, tout le vocabulaire allemand est français. Pourquoi ? Parce que, voilà. Alors, nous savons qu'il y a d'abord l'État-nation et ensuite l'armée nationale. Penser faire, rêver de faire une armée nationale en Afghanistan où c'est une marqueterie de tribus, de clans, etc., c'est impossible. C'est totalement impossible. Et c'est ça, à la fin, qui s'est effondré. Alors, aujourd'hui, on attend deux choses. D'abord qu'apparaisse un gouvernement, parce qu'ils attendaient, les palabres duraient tant que les Américains étaient sur place, un gouvernement afghan, et on verra si l'aide internationale à ce moment-là reprend. Et puis qu'apparaisse aussi le chef des talibans qui vit reclus, caché à Hibatullah Akhundzada. Il serait à Kandahar, à moins qu'il ne soit mort, parce que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu, et que la rumeur de sa disparition a couru. Et après tout, c'est pas totalement improbable, puisque le Mollah Omar, le fondateur donc du mouvement, l'un des fondateurs du mouvement, lui-même est mort et pendant 2 ans, sa mort est restée cachée, même à des hauts responsables talibans. Et d'ailleurs, quand on a découvert sa disparition, ça a provoqué à l'intérieur de ce mouvement une véritable fracture. Mais c'est eux qui ont fini par dire qu'il était mort. Ce sont les talibans. Oui. Personne d'autre que ne le savait. Et je veux même vous dire, il habitait, c'est tous des Pashtuns, il habitait bien entendu à Kandahar. Et sa mosquée, et sa petite mosquée et sa maison étaient voisines d'une base américaine. Oui. Alors, tout ça est extraordinaire parce que ce sont des types qui restent visiblement totalement invisibles au monde numérique. Ils vivent reclus, ça les protège, ils sont hors dehors du quadrillage. Et les seuls qui les connaissent, c'est le Frontier Corps. Le Frontier Corps, qui est une unité qui échappe à l'ISI. C'est directement le Premier ministre au Pakistan. Le Frontier Corps est une unité hyper secrète. Mais les Américains qui maintiennent la tête hors de l'eau du Pakistan quand même. Mais les Pakistanais leur ont menti pendant 40 ans comme des arracheurs de dents. Oui. Et je vais vous dire, le grand concepteur de la géopolitique du Pakistan, le général Hamid Gul. Hamid Gul est mort, je crois, en 2015. Peu avant sa mort, il avait participé, une sorte de testament, à un talk show très célèbre au Pakistan, en ourdou, dans la langue militaire du nord du Pakistan et de l'Afghanistan. Et il avait fini par dire, parce que lui avait été le chef de l'ISI, que sur la guerre de l'Afghanistan, il a fini par dire ceci: un jour, le monde apprendra qu'en Afghanistan, d'abord, nous avons vaincu. Nous, c'est ambigu parce que c'est les Ashraf, l'espèce de caste, de secte, et puis c'est l'ISI aussi. Mais c'est, voilà. Donc il dit, nous avons vaincu les Soviétiques avec l'aide des Américains, et que dans un deuxième temps, nous avons vaincu les Américains avec l'aide des Américains. Et c'était ça, ils les ont roulés dans la farine d'un bout à l'autre. Alors vous racontez une histoire extraordinaire à propos du Mollah Omar, que vous a rapporté justement un de vos contacts à la CIA, c'est ça, celui-là, qui avait pour chauffeur de taxi quelqu'un dont il découvre qu'il est afghan. Ça commence comme ça. Voilà, ça commence comme ça. Alors, pour les gens qui s'intéressent à ces histoires-là, vous savez que Gérard de Villiers, qui était un ami, je lui ai fait rencontrer Vince quand il était de passage à Paris, et dans SAS en Afghanistan, Vince apparaît sous le nom de Capistrano. Voilà, c'est lui. Donc, si les gens ont une culture des livres de SAS ou s'intéressent au SAS, le Capistrano, et qui est toujours extrêmement précis et très bien fait, techniquement très bien, les informations sont bonnes, etc., c'est Vince Capistrano. Donc Vince, une fois, rentre chez lui en taxi, et puis il reconnaît l'accent parce que c'est Vince qui avait été remettre aux Afghans les Stinger, les missiles solaires qui avaient mené la mission. Les Stinger, voilà. C'est lui qui avait... c'est direct ordre de Reagan. Hein.
À ce moment-là, Vince dirigeait les programmes de renseignement à la Maison-Blanche. Ce sont des missiles solaires donc portatifs qui permettaient d'abattre les hélicoptères. Et donc de vaincre la machine soviétique, en tout cas d'abattre l'un des principaux atouts de la machine de guerre soviétique. Voilà. Et donc, c'est lui qui avait des raids. Donc, il avait vécu parmi eux, il avait été à Peshawar, il connaissait. On n'allait pas trop loin en Afghanistan à ce moment-là, mais on pouvait aller jusqu'à Khost, qui est la première ville après la passe de Khyber et avant Kaboul. Donc, il avait vécu parmi eux, il connaissait leur accent, et il dit « Mais dis donc, toi, tu es pas Pashtun par hasard ?» Alors, le chauffeur a dit « Ah oui, mais comment vous savez ?» Alors, Vince, j'étais ingénieur, j'étais dans le coin, etc. Il ne s'étend pas trop sur les détails. Et petit à petit, après le 11 septembre, au moment où la machine de guerre s'abat sur l'Afghanistan, le chauffeur de taxi ne peut pas rentrer chez lui et lui dit qu'il est drôlement enquiquiné parce qu'en réalité, c'est un ancien pilote de MiG de l'armée communiste afghane. Mais armée communiste afghane ou islamiste afghan, ça n'existe pas. C'est toujours des Pashtuns par derrière. Le régime de Babrak Karmal et de Najibullah, c'était un régime Pashtun. Alors, à l'époque, les caméléons locaux affectaient d'être communistes. Après ça, les mêmes généraux. Les généraux communistes se sont laissés pousser la barbe. Et les chefs talibans, c'est ça, c'est d'anciens généraux communistes. Pour vous, le taliban, c'est un Pashtun en colère? Ah, totalement. C'est un Pashtun qui fait comme il fait depuis 3000 ans. Il s'adapte. Alors, il y a les Huns qui arrivent, ils pactisent vaguement avec les Huns. Après ça, il y a les Anglais, alors ils les foutent dehors, mais il faut quand même faire un peu de business, etc. Ils sont très souples et très adaptables en mode tribal. Voilà. D'accord. Alors donc, cet ancien pilote de MiG pilote désormais un taxi en Virginie. Voilà, et il dit que Mollah Omar l'a nommé maréchal de l'armée de l'air de l'Afghanistan, de la République, enfin de l'émirat islamique d'Afghanistan, et que comme cet homme qu'on baptisera Mahmoud trouvait que la paye n'était pas très bonne, il lui a dit, écoute, continue à faire le taxi l'hiver, parce que chez nous, en hiver, tout s'arrête, il y a de la neige partout, etc. Et donc, 5 mois par an, il était à Kaboul en train de faire le maréchal de l'armée de l'air, et puis 7 mois par an, il était à Washington en train de conduire les taxis. Alors, Vince Cannistraro, tous les gens qui font du renseignement savent que le renseignement est une histoire de fou. On y rencontre beaucoup de mythomanes, beaucoup d'espions et d'escrocs, et il y a des histoires invraisemblables qui s'avèrent être vraies. Mais vraies, exactement. Bon. Alors Vince, qui en a vu 50, qui avait 27 ans à la CIA quand même, lui éclate de rire et pense que lui habite juste à côté de l'Anglais, comme tous les patrons de la CIA. Il a une maison dans les bois, à côté, dans une petite ville qui s'appelle McLean, et donc il a... un quart d'heure en voiture pour aller à l'Anglais. Et donc, quand le chauffeur de taxi le ramène chez lui, le maréchal de l'armée de l'air de l'émirat islamique d'Afghanistan passe devant les grilles de la CIA pour accompagner Vince chez lui un quart d'heure plus loin, quoi. Donc, c'est une histoire un peu comme ça de corne-cul, pour appeler les choses par leur nom, mais elle est drôle et elle est vraie. Et donc, un beau jour, alors la suite de l'histoire, c'est qu'une fois où Vince a une course à faire à Washington, et ça ne va pas durer très longtemps, et il dit à Mahmoud, tiens, je te laisse le Washington Post, lis-le comme ça, tu m'attendras, je reviens dans 10 minutes, j'ai juste un truc à acheter et je reviens. Et quand il revient, c'était le jour où le Washington Post et toute la presse américaine publiaient en grande première page, grande photo, le portrait du Mollah Omar. Oui. La prime donc avec les millions de dollars, des millions de dollars pour arrêter mort ou vif ou donner des informations pour rechercher effectivement. C'est au moment où il est censé être encore cerné à Kandahar et on ne l'a pas encore arrêté. Voilà. Voilà, il n'est pas encore sur sa moto. Voilà. Bon. Et Mahmoud. Donc la photo du Mollah Omar, en première page, avec un œil qui a perdu son œil droit dans un combat, sans doute un éclat d'obus. Il y avait beaucoup de Pashtuns qui étaient blessés au visage parce que les Soviétiques avaient des mines qui sautaient en l'air et qui explosaient à la hauteur du visage, à 1,50 m du sol, et donc les types étaient criblés pour ceux qui n'étaient pas tués. Les petites voilà, exactement. Parfois des mais c'était des bombes kangourous, quoi. Elles sautaient en l'air et boum, elles explosaient. Et donc Mahmoud regarde cette photo avec l'air dubitatif, et Vince lui dit, alors ton chef, ça y est, il est identifié. Et l'autre lui dit, monsieur, je ne connais pas cet individu, je ne sais pas qui c'est. Alors l'autre, Vince lui dit, attends, tu me dis que c'est lui qui t'a recruté quand même pour être maréchal, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Mahmoud se débat, dit, monsieur Vince, j'ai combattu côte à côte dans les tranchées à Khost, à côté du Mollah Omar, j'ai prié dans sa mosquée à Peshawar, il est de la même tribu, d'un autre clan, mais il a même des Pashtuns que moi, je le connais depuis qu'il est adolescent, ce n'est pas le Mollah Omar. Alors après ça,
Vince dit, t'es sûr de ce que tu dis? Ah, non, non, oui, voilà. Vince est le seul à savoir que l'autre a cette double casquette là, et donc il lui dit, bah, écoute, alors le soir, il appelle un des très hauts dirigeants de la CIA, lui était à la retraite à ce moment-là, Vince, mais il appelle un des très hauts dirigeants de la CIA qui a été son adjoint, et lui dit, chapeau pour la photo du Mollah Omar. Alors, il dit, ah, ces vipères de Pakistanais, mais on a fini par leur arracher la photo parce que, et voilà. Et donc le Mollah Omar est d'autant plus sorti facilement de Peshawar, pardon, de Kandahar, que tous les soldats américains sur les barrages avaient la photo du Mollah bidon. Et donc il est sorti sur sa petite photo. C'est une histoire extraordinaire. Vous la croyez vraie? Bah, bien sûr. Bah, non, ça s'invente pas un truc. En plus, ce qui est merveilleux, c'est que 20 ans après, pour tout le monde, c'est le Mollah Omar. On imprime la légende, c'est un peu comme dans Citizen Kane, quand la légende est mieux que la réalité, on imprime la légende, et donc la photo du Mollah Omar, jeune vieux, avec son œil, c'est un autre borgne en fait. Mahmoud lui a dit qu'il y avait énormément de Pashtuns, ils avaient tous des turbans noirs, ils avaient tous des barbes, et il y en avait plein qui étaient borgnes à cause des fameuses mines antipersonnelles, et que lui, il avait un turban noir, une barbe, et il était borgne, mais c'est pas lui, c'est pas le bon, quoi. Alors, en même temps, l'histoire du maréchal qui fait chauffeur de taxi, elle est assez crédible, parce qu'on a vu cette semaine un ancien ministre taliban qui est livreur de pizza en Allemagne, et qui raconte son histoire. Et on a vu dans le Wall Street Journal cette semaine aussi une photo extraordinaire où on voit les sénateurs John Kerry et le sénateur Joe Biden à côté d'un hélicoptère entourant un Afghan en armes. Ils sont à l'époque, on est au début des années 2000, l'appareil est tombé en panne et il y a cet Afghan qui est venu leur porter secours et aujourd'hui celui-ci réclame à corps et à cri qu'on vienne le secourir et le sortir de ce guêpier où il se retrouve puisqu'il a été un supplétif de l'armée américaine. Ça, ce sont les hauts et les bas d'une guerre qui a duré trop longtemps. Mais qui est totalement incomprise. Il y a eu une commission d'évaluation et de critique pour essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus sur le 11 septembre aux États-Unis. J'étais dans cette commission, nous étions 2 Européens, il y avait un professeur espagnol qui était à ce moment-là le conseiller d'Aznar sur les affaires de terrorisme et moi, qui avions été invités à participer aux travaux de cette commission-là. Il y avait à l'époque le monsieur qui était le patron de la CIA pour tout le Moyen-Orient, il y avait l'un des 2 signataires, vous savez, du gros livre gris sur le bilan du 11 septembre, etc., côté démocrate, Lee Hamilton, plus le républicain, on était une dizaine. Je leur ai parlé pendant des heures entières des ashrafs au Pakistan. Ils n'avaient jamais entendu parler de ça, quoi. C'est comme vous voulez faire une histoire de la Troisième République en France sans savoir ce que c'est que les francs-maçons, par exemple. C'est absurde. Ils le sont tous ou presque. Alors, évidemment, il ne faut pas tomber dans le complotisme, mais quand même, en dessous, en sous-main, ça joue un rôle. Bon, vous êtes un criminologue, il y a très longtemps que vous suivez ces affaires de terrorisme, vous êtes un expert, vous sonnez aussi depuis longtemps le tocsin sur la drogue. Alors, moi je vais vous poser des questions simples à la fin de cette émission. D'abord, le risque terroriste. Est-ce que l'Afghanistan va devenir, selon vous, l'incubateur de toutes... Il paraît qu'il y a une quarantaine de mouvements djihadistes qui ont des représentants... plus ou moins nombreux en Afghanistan. Je ne sais pas qui est-ce qui a fait le compte, mais est-ce que, d'après vous, ça va devenir une sorte de bubon, ou est-ce que les talibans, dans leur village, vont avoir plus d'efficacité pour juguler ce fléau que les Américains à 10 000 pieds? Alors, je ne pense pas que les chefs talibans aient la laisse si longue que ça. Je pense que les chefs de guerre pakistanais derrière eux, les contrôlent, évidemment pas à 100%, qui contrôlent quiconque à 100%, mais quand même la pression sur eux par le Frontier Corps, pas uniquement sur les talibans, c'est tous les chefs pashtuns dans les vallées qui peuvent enquiquiner, à un moment donné, descendre armés sur le Pakistan, semer le bazar, etc. Ils les connaissent tous, ils les contrôlent tous. Je pense que si quelqu'un est capable de répondre à cette question, comprenez, les gens nous bassinent avec l'islam et l'islamisme. Le moteur des Pashtuns, ça n'est pas ça. Ils ont, comme les Albanais des montagnes, qui ont le Qanun, ils ont un code d'honneur tribal qui s'appelle le Puktunwali, et c'est le Puktunwali qui guide leur comportement.
il y a des gens qui, séculairement, savent agir là-dessus. Tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela, écoute Mohamed, on va en parler, mais tu sais, là, c'est quand même pas terrible, etc. C'est les gens du Frontier Corps. C'est eux qui les cajolent à certains moments, les punissent à certains d'autres, parce que le Frontier Corps, il est très capable, depuis un sniper, de mettre une balle dans la tête à celui qui est... Voilà, c'est pas des enfants de cœur non plus, c'est pas des assistantes sociales. Mais il y a ce côté carotte et bâton, et les seuls qui peuvent répondre à ça, ce sont les gens du Frontier Corps. C'est un corps d'élite, c'est un régiment de renseignement. Vous savez, en France, on a le 2e hussard, par exemple. Et ben voilà, là, c'est l'équivalent du 2e hussard. Et séculairement, plus les ashrafs, ceux qui commandent, etc., ce sont très souvent des Pashtuns du Pakistan. Donc ils les connaissent, donc ils les comprennent, donc ils sont capables d'agir. Et les questions auxquelles nous, on ne sait pas répondre, eux, ils peuvent. Là, vous répondez déjà à la question que j'allais vous poser, à savoir à qui profite le crime. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « À qui profite le djihad ?» En dehors donc de ce clan militaire pakistanais, à qui va profiter le départ des Américains? D'abord à la Turquie. Vous avez vu, c'est eux qui vont contrôler l'aéroport de Kaboul. Oui. Il faut savoir une chose, les gens ne connaissent pas ces trucs-là en France. L'islam sunnite de la Turquie et l'islam sunnite des Afghans, c'est la même école juridique. C'est des hanafistes. Il y a hanafistes, hanbalistes, chaféites, etc. Il y a 3 ou 4 écoles juridiques à l'intérieur de l'islam sunnite. Les Turcs et les Afghans, c'est la même variante juridique de l'islam. C'est ça qui est important de considérer. Donc les Turcs, bien entendu les Russes, alors les Chinois, et puis l'Iran. Oui, l'Iran. Vous savez, la Chine développe sa grande autoroute, la Belt and Road, etc. Et ce qu'on voit à l'heure actuelle de concret, depuis l'Asie centrale jusqu'à l'Afrique, montre qu'un deal est sans doute en train de se former, comme ils savent mieux faire que les Chinois, la sécurisation de la Belt and Road, ça va être la Turquie, l'Iran et les Russes. Voilà. Donc la grande alliance géopolitique du XXIe siècle, elle est là. Merci à vous, Xavier Hofer. Formidable de vous écouter. On pourrait y rester des heures. Ainsi va le monde sur Télé Sud. À bientôt.